Bonjour à tous. Je ne suis pas sûr s'il y a une autre personne qui va présenter professeur Girard, mais je peux le faire. Heureusement, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Catherine. Elle était en fait postdoc à mon laboratoire. Mais avant, elle a fait un PhD à l'Université de Montréal avec Jesse Shapiro et Marc Amiot. Ensuite, comme je vous ai dit, elle a fait un postdoc ici à l'Université Laval comme postdoc du programme Sentinelle-Nord. Et maintenant, elle est professeure à UQAC. Je crois elle a fait, ça fait 2 ans peut-être, un an seulement. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Catherine qui va discuter son travail dans le Nord. Merci beaucoup, Catherine, et bienvenue. Merci, Alex. Je vais partager mon écran rapidement. Vous m'entendez bien? Et vous voyez bien Oui, l'écran? parfait, parfait, oui. Super. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité pour donner une conférence. Là. Comme Alex le disait, j'ai fait mon postdoc à l'IBIS, mais j'ai quitté en 2020, en pleine pandémie. Donc, je n'ai comme pas eu l'opportunité de faire mes adieux à l'IBIS. Donc, je suis bien contente de pouvoir venir vous présenter ce sur quoi je travaille maintenant avec mon équipe à l'UQAC. Comme le disait Alex, je suis professeure là-bas depuis un petit peu plus un an et des poussières. Et puis, je travaille sur la connectivité microbienne dans les paysages arctiques en fonte. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns des projets sur lesquels je suis en train de travailler avec mon équipe. Donc, je vous annonce probablement rien de nouveau en vous disant que le Nord se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste du globe. Je ne pense pas vous surprendre non plus en vous disant que l'une des conséquences les plus visibles et puis les mieux documentées du réchauffement en Arctique, c'est la fonte accélérée de la glace. Donc, c'est un enjeu qui est majeur, puis on parle souvent de la diminution de l'étendue et puis de l'épaisseur de la glace sur l'océan Arctique comme étant une des conséquences les plus probantes des changements dans le Nord. C'est très important, mais cela étant dit, la glace de banquise, ce n'est pas la seule qui va être affectée par le réchauffement. Il va bien sûr y avoir les glaciers dont on mesure le retrait annuel progressif, mais d'autres habitats gelés qui vont aussi être affectés par les augmentations de la température. Donc, on peut penser par exemple au pergélisol, mais aussi à la glace à la surface des lacs ou à la neige saisonnière qui vont, elles aussi, diminuer en étendue et en durée avec le réchauffement. Donc, tous ces habitats ensemble forment ce qu'on appelle la cryosphère, donc les habitats, le compartiment gelé de la planète. Et puis, la dégradation de la cryosphère va évidemment avoir des conséquences très importantes à l'échelle planétaire. Donc, on peut penser, par exemple, à la rétroaction climatique, aux contributions du pergélisol au cycle des gaz à effet de serre, mais il y a aussi des conséquences plus locales de la perte de la cryosphère qui sont très importantes, et particulièrement dans le quotidien des gens qui habitent le Nord. Donc, l'autrice Inuk Shilawat-Cloutier l'exprimait ainsi, c'est une petite traduction libre d'un de ses textes, en disant que la permanence de la glace fait partie du paysage des gens du Nord, donnant leurs identités, leurs autoroutes, leurs terrains d'entraînement et leurs forces vitales. Donc, c'est très important de réfléchir non seulement aux conséquences globales de la perte de la cryosphère, mais aussi aux conséquences locales des changements climatiques parce que ça va affecter la vie et le quotidien des gens du Nord. Donc, parmi les conséquences plus locales, on peut réfléchir, par exemple, au changement dans l'accessibilité à la nourriture traditionnelle, donc en compromettant les fameuses autoroutes citées par Shilawat-Cloutier. On peut aussi penser aux enjeux, aux défis d'ingénierie majeurs qui sont engendrés par l'instabilité du pergélisol dans les communautés du Nord. Donc, c'est des conséquences qui reçoivent de plus en plus d'attention. C'est très important maintenant qu'on réalise qu'une approche multi-échelle est vraiment nécessaire pour bien comprendre l'étendue des effets des changements climatiques en Arctique. Donc, mon groupe de recherche s'inscrit dans une autre facette plus locale des répercussions du réchauffement dans le Nord, soit les transformations que ça va opérer au niveau de l'écologie microbienne, donc des communautés de micro-organismes qui habitent ce territoire. Donc, on connaît relativement bien l'écologie microbienne des systèmes qui vont être associés au pergélisol en Arctique. Donc, on le voit ici au premier plan de l'image, des mares de fonte de pergélisol, ici sur l'île Bylot. Donc, des milieux très, très productifs qui ont un rôle vraiment central dans le cycle du carbone qui est relâché par le pergélisol. Si on regarde au fond de l'image, au niveau du glacier qu'on voit au fond de la photo, donc c'est certainement un environnement qui va être un peu moins productif, moins dynamique que les mares de fonte de pergélisol.
le sol, mais il va avoir une vie microbienne qui est tout aussi intéressante. Donc, la cryosphère et les glaciers vont regorger de micro-organismes qui sont non seulement actifs, mais qui transforment leur environnement. Donc, on le voit ici dans un schéma en coupe d'un glacier de Svalbard, où les pigments de producteurs primaires, donc ici une algue verte, ont transformé la couleur de la neige et de la glace en surface en participant activement au transport de carbone au niveau du glacier. Donc, ces organismes sont capables de transformer leur habitat immédiat. Évidemment, un glacier comme celui-ci, ça reste un environnement qui est peu hospitalier à la vie, si on veut. Donc, ces micro-organismes sont principalement des psychrophiles et vont présenter toute une suite de fonctions adaptatives qui sont assez impressionnantes. Donc, on peut penser évidemment aux adaptations au froid, aux conditions ioniques, aux UV, mais on voit aussi dans la cryosphère des mécanismes bizarres d'infection, de résistance à l'infection. On a des stratégies de reproduction un peu étranges pour les virus. Donc, c'est des organismes qui sont vraiment très, très bien adaptés à leur niche. Donc, ces organismes, non seulement sont prêts à faire face aux conditions extrêmes de la cryosphère, ils vont aussi être très diversifiés. Donc, on va parler de bactéries, d'archées, des protistes et des virus, et ils sont surtout très, très abondants. Donc, si je vous présente dans ce tableau un estimé du nombre de cellules approximatif dans la cryosphère à l'échelle de la planète, ici, chaque ligne représente les différents compartiments de la cryosphère. Ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que les 33 millions de kilomètres cubes de glace sur la planète contiennent un nombre absolument astronomique de micro-organismes. Puis ici, on parle seulement de cellules, donc on ne compte même pas les particules virales qui sont sans doute encore plus abondantes que ça. Donc, c'est le contexte un peu dans lequel on s'insère. On fait face à une quantité immense de micro-organismes qui sont très diversifiés, qui vivent dans la glace, qui sont adaptés à leur environnement, qui le transforment et qui maintenant, avec le réchauffement et la fonte de la cryosphère, sont maintenant à risque d'être libérés et de quitter leurs habitats auxquels ils sont très bien adaptés pour aller vers l'aval. Donc, c'est très important de réfléchir à qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les habitats récepteurs, en fait, qui reçoivent les microbes de la cryosphère. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on sait que les micro-organismes dominent les réseaux trophiques qui sont très, très courts dans le nord. Et donc, ces microbes qui arrivent de la cryosphère en fonte pourraient potentiellement perturber le fonctionnement des écosystèmes arctiques qui les reçoivent. Donc, ça pourrait aller, par exemple, jusqu'à affecter la qualité des ressources pêchées ou qui sont retirées, en fait, de ces écosystèmes-là par les populations du nord. On sait aussi que les micro-organismes s'adaptent très, très rapidement aux changements dans leur environnement. Donc, sachant que les micro-organismes de la cryosphère peuvent être dispersés dans le paysage par la fonte, on peut se poser la question à savoir si on pourrait les utiliser comme un outil de suivi de la fonte le long des paysages arctiques. Donc, ces microbes pourraient devenir très, très importants parce qu'on pourrait les utiliser comme des sentinelles du changement dans le nord. Puis en fait, c'est très important de réfléchir à ces micro-organismes de la cryosphère puis à où est-ce qu'ils vont avec la fonte, parce qu'il y a une urgence en fait à mieux les étudier. Donc, les communautés microbiennes de la cryosphère constituent une diversité taxonomique et fonctionnelle qui est très, très peu connue et qui occupe un habitat qui est en voie de disparition. Donc, un exemple très probant de l'urgence à agir, c'est l'effondrement d'une partie de la plateforme de glace de Milne à l'été 2020. Donc, l'une des dernières grandes plateformes de glace de l'hémisphère nord qui a perdu 43 de sa superficie en 2 jours seulement. Donc, c'est un habitat qui abritait des formes de vie microbienne uniques dont le sort est inconnu pour l'instant. C'est un exemple qui est très dramatique, mais je pense qu'il illustre bien la vulnérabilité des organismes qui habitent la glace face aux changements rapides qu'on observe dans le nord. Donc, c'est dans ce contexte que mon programme de recherche à l'UQAC s'insère. Je m'intéresse à mieux comprendre ces micro-organismes de la cryosphère, à comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils se dispersent par la fonte. Et je m'intéresse aussi à mesurer comment est-ce qu'ils peuvent ultimement transformer les services écosystémiques qui sont rendus aux populations du Nord. Donc, mon programme se décline de l'échelle de l'organisme jusqu'au paysage. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter des données qui nous viennent de 2 projets en cours qui s'insèrent dans ces objectifs-là. Donc, le premier s'inscrit dans mes 2 premiers axes, d'essayer de comprendre qui sont les micro-organismes qui habitent toute cette glace et comment est-ce qu'ils sont libérés par la fonte dans les paysages. Donc, les travaux dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de projets auxquels j'ai eu le plaisir de me joindre pendant mon postdoctorat à l'IBIS dans le programme Sentinelle-Nord. Donc, un projet qui se fait en collaboration avec Alex Collet, avec Warwick Vincent, aussi avec Caroline Duchesne de l'IUCPQ à l'Université Laval, ainsi qu'avec ma collègue Mila Raussio à l'UQAC. Donc, nos travaux, ou du moins les résultats dont je vous présente aujourd'hui,
ont été récoltés dans le parc national de Kitimirpak, où on a voulu réfléchir à cette diversité microbienne et à comment est-ce qu'ils se dispersent dans l'environnement par la fonte. Donc, cette région est soumise à de fortes pressions climatiques, donc on documente de grands changements dus au réchauffement, comme par exemple l'effondrement de la plateforme de glace Milne, dont je vous parlais il y a quelques minutes, qui se trouve à peu près une centaine de kilomètres de nos sites. Donc, nos deux sites d'études sur lesquels je vais me concentrer pour aujourd'hui sont deux lacs, donc le lac Ward Hunt sur l'île Ward Hunt et le lac Thors qui se trouve sur l'île d'Ellesmere. Donc, ces deux lacs sont très intéressants. Ce sont deux lacs arctiques oligotrophes, donc avec très, très peu de matière organique. Ce sont aussi des lacs qui sont couverts de glace annuelle et donc typiquement protégés du brassage. Ici, j'ai inclus un astérisque au niveau du lac Ward Hunt parce que ce lac qui est très, très bien étudié, en fait, on y a documenté pour la première fois en 2011 une disparition complète de la glace à sa surface. Donc, c'est visiblement une région qui est soumise à beaucoup, beaucoup de changements. Dans le cas du lac Thors, on est les premiers à l'étudier, donc on peut plus ou moins se prononcer sur son historique. Cela étant dit, les données satellites suggèrent qu'il n'aurait pas perdu son couvert de glace. Au-delà du fait que ce sont deux lacs arctiques oligotrophes, ces deux lacs sont plutôt différents. Ils sont très, très contrastés, on le voit déjà dans les photos. D'abord, ils vont se distinguer par leur superficie. Donc, le lac Ward Hunt est un lac plutôt petit avec une profondeur maximale d'une dizaine de mètres, tandis que le lac Thors fait plusieurs kilomètres en longueur. Puis, on ne connaît pas encore sa profondeur maximale, mais on sait qu'il atteint par endroit au moins 70 mètres de profondeur. Les deux lacs vont aussi se distinguer au niveau de leur stratification verticale, donc au niveau des masses d'eau dans la colonne d'eau. Ward Hunt est un lac qui est stratifié, donc qui est typiquement protégé du brassage en surface. Thors, en revanche, est un lac complètement brassé, jusqu'au fond du moins de ce qu'on a pu mesurer avec nos sondes. Puis pour terminer, ces deux lacs se distinguent aussi par leur bassin versant puis à la manière dont ils sont connectés à la cryosphère. C'est le point qui m'intéresse le plus dans ces données. Le lac Ward Hunt a perdu la majorité de son couvert cryosphérique, reçoit beaucoup. La majorité, en fait, de ces apports de la cryosphère vont venir de son bassin versant, principalement de la neige et de l'écoulement sous la surface dans le pergélisol. Il se situe plutôt proche de l'océan Arctique. Il y a un exutoire d'environ 1 kilomètre qui le connecte à l'océan. Mais vous voyez dans la photo qu'il est quand même situé proche de la mer, donc il peut avoir une certaine influence par l'atmosphère. Dans le cadre du lac Thors, on a affaire ici à un lac qui est plutôt cryostable, qui est directement alimenté par un glacier qu'on voit ici dans le fond de la photo, que je vais être en mesure de venir vous montrer dans les prochaines diapos. Il reçoit aussi des apports de la cryosphère par la neige sur son bassin versant qui est très escarpé, puis il est connecté à l'océan Arctique par un exutoire qu'on voit ici qui fait 16 km de longueur. Donc, on sait, grâce à des travaux réalisés par d'autres membres de notre équipe, qui ont été pilotés par Jérôme Comte, qui est maintenant à l'INRS, qu'à l'île Ward Hunt, dans ce lac particulier, les communautés microbiennes de la colonne d'eau sont fortement influencées par les apports de la neige qui viennent du bassin versant. Dans le cadre du lac Thors, on est les premiers à l'étudier, donc on sait encore peu de choses de ce lac. Ce qu'on sait par contre, c'est que les grands lacs arctiques, comme Thors, qui sont connectés à un glacier, ont vu leurs apports d'eau douce qui viennent de glaciers en fonte augmenter d'à peu près un ordre de grandeur dans les dernières décennies à cause du réchauffement. Donc, on ne sait pas exactement quel type de micro-organismes sont transportés, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des volumes d'eau importants qui arrivent de la cryosphère, donc probablement qu'ils transportent des organismes. Donc, en 2019, on a pu visiter ces deux sites. On a eu l'opportunité de récolter des échantillons un petit peu partout dans leur bassin versant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle du paysage au niveau de l'écologie microbienne. Puis notre objectif, c'était d'essayer de comprendre si on a effectivement une communauté microbienne accrue entre la cryosphère et l'aval avec ce réchauffement, puis si on a des différences entre nos deux systèmes qui sont très contrastés. Donc, ici, je vais vous montrer un exemple de quoi avait l'air notre échantillonnage pour Thors, plus spécifiquement. Donc, ici, sur l'image, vous voyez un schéma du glacier de Thors qui, vous le voyez ici, est très bien connecté, en fait, au lac. On a pu récolter des échantillons où il y a toutes les pastilles jaunes, donc au niveau du glacier, des eaux qui en coulent, au niveau de l'interface du glacier avec le lac et dans la colonne d'eau. Mais on est aussi allé un petit peu plus loin que le lac. En fait, si je vous remets ce schéma en coupe dans le contexte du paysage, on a fait un transect le long du lac, le long de son exutoire jusqu'à l'océan Arctique, où on a aussi récolté des échantillons.
Donc, on a quand même le plaisir de travailler avec un bon nombre de sites d'échantillonnage à l'échelle du paysage. Et on espère pouvoir atteindre une résolution géographique suffisante pour pouvoir deviner qu'est-ce qui se passe au niveau de la dispersion. Cet échantillonnage s'est décliné en plusieurs types selon le site de collecte. On a fait du carottage au niveau de la glace, récolté de la neige. On a récolté de l'eau au niveau du lac, des cours d'eau, des exutoires. On a aussi récolté des aérosols. Et puis notre objectif ici, c'était vraiment pouvoir ramasser des échantillons de nature différente à plusieurs endroits pour pouvoir mesurer qu'est-ce qui se passe au niveau de la dispersion. Donc, avec tous ces échantillons, on a extrait les micro-organismes qu'on a concentrés pour avoir une biomasse suffisante. Pour ce qui est du côté analytique, je vais passer très rapidement là-dessus, mais aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qui nous viennent de séquençage par amplicon. On attend des données shotgun pour ce même jeu de données, mais aujourd'hui, je vais me contenter de vous présenter du 16S. Donc, avec nos échantillons, on a extrait l'ADN microbien, on a isolé une région taxonomiquement informative qu'on a soumis au séquençage à la plateforme de l'IBIS. Et à partir de nos séquences, on a pu identifier des variants de séquençage d'amplicon, donc l'équivalent d'espèces, si on veut, pour des micro-organismes, pour pouvoir travailler sur la taxonomie des communautés microbiennes dans nos échantillons, puis essayer de faire des liens avec les habitats et le reste du paysage. Donc, si on passe aux résultats, je vais commencer par vous présenter des données sur la représentation des différents phylums dans nos échantillons. Donc, les phylums étant le niveau taxonomique le plus large, si on veut, pour nos bactéries. Donc, les échantillons que vous allez voir apparaître sont organisés, comme on le voit ici, dans l'ordre de l'écoulement en fait, des eaux. Donc, ici, vous voyez qu'on commence au glacier de Thors ici, pour ensuite se décliner vers l'exutoire. Même principe pour le lac Wardent, on commence par le haut du bassin versant pour aller suivre l'écoulement des eaux vers l'océan Arctique. Donc, les barres colorées ici représentent les abondances relatives des différents phylums microbiens qu'on a identifiés. Puis je vous présente d'abord ce qu'on a retrouvé au niveau du glacier de Thors. Donc, on a vu d'abord une bonne proportion d'organismes extrémophiles, donc qui appartiennent au phylum des Inococcus thermus, pas tellement étonnant. La glace est un environnement qui est relativement inhospitalier. Mais on a aussi retrouvé une bonne proportion de producteurs primaires. Donc, ici, dans nos carottes de glace extraites du glacier et dans les trous de cryoconites, qui sont des espèces de petits points chauds d'activité biologique sur nos glaciers, presque la moitié des séquences qu'on a identifiées appartenaient en fait à des cyanobactéries. Donc, c'est un chiffre qui est assez impressionnant, qui est probablement sous-estimé par ailleurs, parce qu'ici, on a utilisé des amorces universelles de 16S qui sont communes à toutes les bactéries, mais qui ne sont pas particulièrement performantes pour capturer toute la diversité des cyanos. Donc, ici, on voit qu'on sous-estime probablement la représentation de ce phylum. Puis par ailleurs, là, on parle seulement de 16S ici, donc je vous présente seulement des données qui viennent de bactéries. On ne compte même pas les producteurs primaires eucaryotes qui pourraient être présents. Fait que, bref, dans nos données 16S, 50% de producteurs primaires, c'est quand même une indication que c'est un environnement qui est très, très dynamique. On a aussi, dans nos deux prochaines barres, récolté de l'eau, dans le fond, des chutes d'eau qui coulent de notre glacier de Thors et qui coulaient d'un autre glacier qui se jette en aval. Ce qu'on voit ici, c'est que même si l'eau coule directement à la surface du glacier, on a un changement de composition assez drastique. Donc, on a un shift, une transition vers une représentation de protéobactéries. Puis on voit que nos deux glaciers, même s'ils sont très, très éloignés en fait dans le paysage, ont une composition qui est assez similaire. Ici, cette barre représente l'interface entre le glacier de Thors et le lac. Donc, c'est ce que vous voyez dans l'image ici. Une zone plutôt turbulente où il y a beaucoup, beaucoup de particules en suspension. Où on a aussi retrouvé énormément de protéobactéries. Puis au niveau du lac, on voit que dans la colonne d'eau, on a un système qui est non stratifié, donc une composition pas mal homogène plus on descend dans la colonne d'eau. Même si c'est un lac qui est très, très oligotrophe, donc avec peu de matière organique. Encore une fois, on a pu identifier plusieurs organismes qui sont des producteurs primaires. Quand on quitte le lac Thors vers son exutoire, vers la rivière qui va le mener à l'océan Arctique, on voit une augmentation progressive dans la quantité de protéobactéries qui suit assez bien en fait, l'augmentation de la turbulence des particules en suspension dans les eaux. Je vous amène ensuite du côté de Wardent, où ici, on a nos habitats associés à l'environnement terrestre, donc qui nous viennent de bancs de neige ou d'eau qui coule sous la surface dans ce qu'on appelle des water tracks. On voit ici encore une fois énormément de protéobactéries, un patron qui est plutôt différent de ce qu'on voit à Thors.
Dans le lac, on voit déjà qu'on a une espèce de miroir de la stratification physico-chimique qu'on voit dans l'eau au niveau des communautés microbiennes. La surface est plutôt différente. Là, on est enrichi en bactéroïdétèse, tandis que les profondeurs du lac vont être plus homogènes entre elles. Déjà, on voit aussi que c'est très, très différent du portrait qu'on voyait dans le lac Thors. On n'a aucune cyanobactérie planctonique qui a été détectée ici, par exemple. Quand on quitte le lac Worden, si on se dirige vers son exutoire, on voit encore une fois une augmentation progressive dans notre proportion de protéobactéries. Donc, on a pu observer des changements le long de continuum de fonte dans nos deux sites en termes des grands groupes taxonomiques représentés. Et puis, ces transitions semblent aussi faire écho à des shifts dans le métabolisme en place. Donc, on a regardé, en fait, le type de métabolisme qu'on pouvait assigner, en fait, à nos différents taxons microbiens. Puis, on s'est concentré sur la photosynthèse. Puis, ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau du glacier, donc en début de schéma, on a vraiment une domination par les taxons photoautotrophes, donc qui produisent de l'oxygène. Mais quand on quitte le glacier puis on descend vers le lac Thors, on voit qu'il y a un shift, en fait, vers une phototrophie qui est plus dirigée par des photohétérotrophes, donc des organismes qui peuvent utiliser des bactériochlorophylles pour supplémenter un métabolisme chémotrophe. Donc, c'est des organismes qu'on va souvent retrouver dans des lacs glaciaires ou en Antarctique, où on a beaucoup, beaucoup de lumière, mais très peu de nutriments. Donc, c'est des organismes comme les chlorophlexis, par exemple, qu'on a bien documentés dans notre taxonomie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une transition quand on suit l'écoulement des eaux de fonte, non seulement dans la taxonomie, mais probablement dans le métabolisme qui s'opère le long du paysage. Ici, si je nous sors un peu du trait fine scale, puis on regarde un peu plus les patrons de communauté qu'on a pu observer dans nos deux régions. On voit ici les échantillons de Thors qui sont représentés par les cercles, les échantillons de Worden par des triangles. Puis on voit qu'il n'y a pas vraiment de regroupement très, très serré qui se forme par la géographie. Nos échantillons se déclinent à peu près selon Thors et Worden, mais ce n'est pas des groupes qui sont très, très forts. Puis il n'y avait pas d'explication significative en fait de la géographie pour nos communautés microbiennes qu'on observait. Par contre, si on colore ici chaque point qui est un échantillon en fonction de la nature de l'habitat duquel on l'a retiré, bien, on voit que les échantillons Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, OK. Catherine. OK. Ben non, c'est correct. Je vais D'accord. juste repartager mon écran. OK. Vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, Parfait. très bien. Merci. OK. Donc, je reprends. Donc, ce qu'on a vu sur la diapo précédente, je pense on l'a peut-être attrapé avant que ça coupe, c'est que nos échantillons de glace, en fait, se regroupent très bien ensemble, tandis qu'au niveau de l'eau douce, bien là, la géographie va un petit peu plus structurer nos deux lacs. Puis, on pense que ce qui sépare le mieux, qui explique le mieux, en fait, cette séparation entre le lac Worden et le lac Thors, c'est probablement les cyanobactéries. Donc, ici, je vous représente un schéma très similaire là, au premier que je vous ai montré avec une abondance relative. Mais ici, je vous présente seulement les cyanobactéries, en fait. Puis, comme je vous disais plus tôt, bien, on ne retrouvait à peu près pas de cyanobactéries planctoniques dans le lac Worden, alors qu'il y en avait pas mal plus dans Thors. Ça explique probablement la différence qu'on a vue entre nos deux groupes dans la diversité bêta. Mais si on regarde les échantillons de Thors un petit peu plus près, on voit, comme je vous disais au début, que dans le glacier, bien, presque 50 de nos séquences nous viennent de cyano. Ça appartenait surtout à des Leptolingia ou des Pseudonabena.
Par contre, quand on quitte le glacier pour aller vers le lac, on s'aperçoit qu'il y a un shift total vers les Synéchococcus, donc des groupes planctoniques, dans la colonne d'eau. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on les a aussi en fait détectés dans cet échantillon-ci qui représente la glace de lac qu'on a récoltée sur Thors. Donc ici, ce que ça nous montre, en fait, c'est ici, je vous ai mis une représentation d'une carotte de glace qu'on a sortie du couvert. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que les Synéchococcus, donc les cyanos, étaient seulement présentes dans la portion inférieure de la carotte de glace, donc celle qui est en contact avec la colonne d'eau. Donc, ça suggère vraiment qu'il y a des échanges très, très dynamiques, en fait, entre l'eau libre et la glace de lac, même si ça reste gelé à peu près en permanence au cours des années. Donc, ça montre que la glace de lac, c'est un habitat qui n'est peut-être pas aussi statique qu'on l'a longtemps cru. Donc, on a vu ce qui distingue un peu nos deux sites, puis ensuite, on a voulu regarder un petit peu plus qu'est-ce qu'ils partagent, donc les points communs qu'ils ont ensemble. Donc, ici, on a fait ce qu'on appelle une analyse de type core. Donc, on a essayé de voir quelles espèces microbiennes étaient les plus prévalentes dans nos échantillons. Donc, qu'est-ce qui forme le cœur, le core de nos sites? Donc, on a identifié une centaine d'espèces qui étaient présentes dans presque tous nos sites à Thors, une vingtaine qui étaient présentes dans tous nos échantillons de Ward Hunt. Chaque système a donc son lot de micro-organismes qui sont présents partout. Ça a du bon sens vu qu'on a des systèmes qui sont quand même bien connectés. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'une bonne proportion de ces espèces core ou centrales dans chaque région appartenaient toutes au même genre, donc celui de Polaromonas. Par ailleurs, les Polaromonas représentaient en fait tous les taxons qui étaient ubiquitaires, donc qui étaient partagés à l'échelle de nos deux sites d'études, tant de Thors que de Ward Hunt. Donc, les Polaromonas, c'est un genre bactérien auquel je m'intéresse beaucoup. Ils viennent du phylum des protéobactéries, donc c'est des petites grammes négatives encapsulées qui contiennent beaucoup, beaucoup d'acides gras. Donc, ça les rend très, très bien adaptés aux conditions extrêmes de froid. C'est pas pour rien qu'on les a répertoriés un peu partout dans le monde au niveau d'habitat cryosphérique, là, que ce soit en milieu polaire, en milieu alpin. Donc, nous, on a voulu regarder ces Polaromonas d'un petit peu plus près, étant donné qu'elles semblaient vraiment ubiquitaires dans nos paysages. Puis on s'est demandé est-ce qu'ils pourraient nous servir, en fait, pour mesurer la connectivité entre nos deux sites, entre nos différents sites. Donc, ici, je vous représente encore une fois les mêmes échantillons dans l'ordre d'écoulement de l'eau. Cette fois-ci, je vous rajoute les petites pastilles de couleurs ici qui représentent le type, la nature de l'habitat, d'où vient cet échantillon. Ici, je vous présente seulement l'abondance des Polaromonas dans chaque site. On voit d'abord que, bon, ils se retrouvent un peu partout dans nos échantillons. Ça tient la route avec nos analyses de type core. Ça confirme ce qu'on sait sur les Polaromonas. Ce sont des groupes psychrophiles. Donc, on les retrouve en plus grande abondance dans nos échantillons qui sont gelés, donc les petites pastilles bleu clair. J'aimerais attirer votre attention ensuite sur ces 4 premières colonnes, en fait, parce que c'est avec ces échantillons-là qu'on s'est vraiment concentré sur la question est-ce que Polaromonas peut nous aider à mieux comprendre la connectivité entre les habitats de la cryosphère? On s'est concentré sur ces 4 colonnes-là parce que c'est des échantillons qui sont très, très dynamiques. On se retrouve ici au glacier Thors et avec son interface avec le lac. Donc, j'espère que la vidéo fonctionne de votre côté, là, c'est un petit plan du lac Thors que vous voyez sur la gauche du vidéo. À droite, vous voyez le glacier. Et puis au centre, on a cette zone d'interface, donc qui est très, très dynamique. Vous voyez que le lac est vraiment intimement connecté au lac. Le glacier est aussi dynamique. Là. Vous voyez les belles lignes de fracture, en fait, qui montrent des endroits où il y a des bris et où la glace, en fait, peut être relâchée du glacier et aller directement dans l'interface. Donc, on a vraiment des zones distinctes ici que je vous présente. Donc, on a le glacier, cette zone d'interface et le reste de la colonne d'eau qui est couvert par de la glace de lac. Si je reviens au Polaromonas, on a ensuite comparé quels représentants de ce genre-là on a retrouvé dans chacun de ces compartiments très, très bien connectés. Là. Puis ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que la majorité de nos Polaromonas étaient partagés par tous nos compartiments. Donc, c'est ce que vous voyez avec les 23 taxons au centre. Cela étant dit, on a aussi constaté qu'il y a un lot de Polaromonas qui sont plus particulièrement associés à la glace. Donc, c'est ce qu'on voit ici, qui était partagé par le glacier et la glace de lac.
Par contre, le point qui m'intéresse le plus, c'est celui de l'interface ici, qui semble vraiment être une zone de transition, en fait, pour les polaramonas. Vous voyez que l'interface, en fait, ne contient aucun polaramonas qui lui est unique. Donc, on pourrait poser l'hypothèse qu'en se dégradant, en fait, le glacier libère plein de polaramonas qu'on va retrouver ici, mais que ces organismes-là n'arrivent pas à s'établir dans l'interface. C'est vraiment une zone de transition, puis qu'ensuite, ils vont pouvoir venir s'établir au niveau du lac, où ils peuvent en fait, devenir des écotypes différents. Puis on voit que le lac, en fait, contient une bonne proportion de polaramonas qui lui sont toutes particuliers. Donc, on peut ensuite se poser la question, bien, si ces polaramonas sortent du glacier, transitent par l'interface et vont s'établir dans le lac, est-ce qu'ils vont un petit peu plus loin en aval? Ça, c'est une question qui est importante parce que le glacier de Thors, ici, que vous voyez, même s'il est très loin dans les terres, il n'est pas isolé du reste du paysage du Nord. Donc, si on suit en fait la rivière Thors qui quitte ce lac, qui reçoit les apports de la cryosphère, on le suit dans le paysage, puis on s'aperçoit que les grands glaciers terrestres sont eux aussi connectés en fait à l'océan Arctique par le biais des fjords, comme on le voit ici. Donc, on se pose la question à savoir, est-ce que le signal du glacier de Thors peut être mesuré jusqu'au grand fjord arctique, en fait? Puis ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. On espère pouvoir récolter des échantillons pour essayer d'élucider cette question-là l'été prochain, en 2022. Et puis sinon, une dernière analyse que je vous présente rapidement pour polaramonas, c'est celle dans laquelle on essaie de remettre ce genre bactérien-là dans son contexte global. Donc, on essaie de reconstruire en fait une phylogénie globale de polaramonas en allant chercher des séquences qui ont été isolées par d'autres équipes d'un peu partout dans le globe et avec nos séquences. Ici, je vous présente un arbre phylogénétique donc, de polaramonas qui viennent de partout dans le monde. Les couleurs sur le tour du cercle représentent les continents d'où viennent nos échantillons. La figure est immense, je ne m'attendrai pas très longtemps là-dessus, mais ça sur quoi je veux attirer votre attention, c'est sur la comparaison qu'on est en train de travailler. Donc, avec la belle base de données de polaramonas qu'on a maintenant, qui nous viennent de plein d'environnements, on essaie de raffiner notre analyse pour essayer de déterminer si certains polaramonas sont uniques à Ellesmere ou à Thors, ou s'ils sont uniques, par exemple, au glacier en général. Puis ça pourrait nous aider à mieux répondre à la question de est-ce qu'on peut utiliser polaramonas pour suivre le changement dans le paysage. C'est une question qui demeure ouverte pour l'instant, mais qu'on continue à explorer. Puis, pour les prochaines étapes, en fait, de cette partie-là du projet, on veut explorer une autre portion du génome de polaramonas, soit leurs plasmides. Donc, ça, c'est très important pour les organismes extrémophiles, les plasmides, donc des éléments génétiques mobiles, parce qu'ils encoderaient une bonne partie des fonctions adaptatives. Ça contribuerait de manière très importante à l'adaptation locale de ces organismes-là. Donc, on s'intéresse à savoir si les taux d'échange de plasmides, par exemple, sont les mêmes dans la glace que dans les eaux libres, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait advenir à ce groupe bactérien-là une fois qu'il est relâché de la cryosphère. Donc, pour la suite de ce projet, comme je disais plus tôt, on attend des séquences métagénomiques qui vont nous permettre d'explorer davantage les viromes, le plasmidome et les fonctions de tous ces organismes. On vient aussi tout juste de recevoir des séquences métagénomiques sur les aérosols qu'on a récoltés et qui vont nous servir dans le fond d'un autre compartiment de dispersion microbienne. Tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui au niveau de la connectivité et de la dispersion avait trait aux eaux de fonte de la cryosphère. Mais avec le réchauffement dans le Nord, il y a vraiment une aérosolisation plus importante des particules à partir des surfaces en fonte. Donc, c'est une autre facette du projet qui nous reste à explorer. Puis, je me prépare également à l'UQAC à démarrer une petite biobanque de polaramonas, en fait, pour essayer de mieux comprendre les fonctions adaptatives uniques de ce taxon-là, donc dans une vocation d'archivage éventuel. Donc, ça fait le tour de ce projet connectivité que je voulais vous présenter. Pour terminer ma présentation, je vais vous parler rapidement en fait de mon dernier axe qui semble peut-être un petit peu distinct, mais pour moi qui relie vraiment en fait nos travaux sur l'écologie microbienne plus fondamentale avec les populations humaines du Nord. Donc, je vous disais en début de présentation, la cryosphère se dégrade très rapidement dans le Nord avec le réchauffement. Cette fonte va avoir des conséquences importantes pour les communautés inuites. Donc, on parlait des autoroutes, par exemple, au début de la présentation, donc la glace qui permet le déplacement pour accéder au territoire de chasse, par exemple. Mais la cryosphère est aussi centrale dans les ressources qui en sont tirées. Donc, on va marcher sur la glace de lac pour pêcher. On fait de la motoneige sur la glace pour trouver des trous de phoques.
on boit l'eau qui vient des eaux douces, en fait, qui sont situées sous cette glace. Donc, les changements dans la cryosphère qui sont dus à la fonte peuvent en fait transformer de manière assez radicale la manière dont on acquiert les ressources sur le territoire dans le Nord. Donc, pour ce petit projet dont je vais vous parler, pour terminer, je suis en partenariat avec le Conseil des chasseurs et trappeurs de 2 communautés, avec mes collègues de l'INRS et de l'UQAC. Ma partie du projet est vraiment plus centrée sur la communauté de Resolute Bay, donc c'est de cette portion-là que je vais vous parler aujourd'hui. C'est une communauté avec laquelle j'ai le plaisir de travailler depuis une douzaine d'années sur un paquet de projets différents. Puis maintenant, en fait, on en est à essayer de comprendre comment est-ce que la fonte de la cryosphère et les microbes qui viennent de cette glace pourraient affecter les ressources qui sont utilisées par la communauté. Donc, l'eau potable, c'est un concept qui est très, très chargé dans les communautés autochtones. C'est certain que la situation au Nunavut n'est pas aussi dramatique que ce qu'on voit dans les Premières Nations du nord de l'Ontario, par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup d'avis d'ébullition de l'eau qui durent depuis des ans. Cela étant dit, les systèmes arctiques demeurent précaires et il faut être vigilant quant à leur évolution avec les changements climatiques. Donc, au Nunavut, l'eau est tirée de lacs qui sont relativement propres. Ici, vous voyez une image du lac Char, qui est la source d'eau potable pour la communauté de Resolute Bay. C'est un lac qui est un modèle en limnologie arctique d'un lac oligotrophe, une eau très, très claire, peu chargée, qui est tirée du lac, traitée dans une petite bâtisse puis envoyée en ville. Donc, a priori, bon, ça ne semble pas être trop, trop problématique. Là, on a l'air d'avoir une belle source d'eau potable. Par contre, on a affaire à des systèmes et des installations de traitement et de transport qui sont désuètes, qui tardent souvent à être remplacées dans les communautés nordiques en raison du très grand coût des infrastructures dans le nord. Donc, on a un système qui est précarisé par les mouvements dans le pergélisol au fil des saisons, puis qui coûte très, très cher à remplacer. Donc, dans certaines communautés, on va avoir des accès souterrains, comme on le voit ici là, à Resolute Bay, qui brisent souvent. Il y a plusieurs demeures qui ne peuvent plus être accordées au système de pipeline, donc vont devoir recevoir leur camion par eau citerne, par exemple. Donc, on voit que c'est déjà les mouvements dans la cryosphère perturbent l'acquisition de la ressource. Les lacs, à partir desquels on tire l'eau municipale dans le Nord, sont aussi assujettis au brunissement des eaux, donc à des apports plus importants de la matière organique qui viennent du pergélisol en fonte. Ça, c'est un point important parce que ça va vraiment affecter, en fait, ça va jouer sur le succès qu'on a à traiter l'eau pour qu'elle soit potable. Ici, vous voyez un exemple vraiment très marqué qui nous vient du nord du Québec. Donc, ce n'est certainement pas la situation actuelle qu'on a au Nunavut, mais ça demeure, le brunissement des eaux, une pression sur le long terme auquel les lacs de l'extrême Arctique pourraient éventuellement être confrontés. Donc, on a affaire ici à une infrastructure et à une ressource qui sont fragilisées dans le Nord. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance, en fait, à l'eau potable, l'eau municipale. Les gens n'aiment pas son goût, son odeur, puis ils font typiquement peu confiance. Fait qu'il y a beaucoup de résidents du Nord, notamment dans la communauté de Resolute Bay, qui préfèrent largement l'eau qui est récoltée sur le territoire, que je vais appeler pour la présentation ici de l'eau traditionnelle. Donc, c'est de l'eau qu'on va acquérir en allant chercher de la glace de lac, de la neige, qu'on fait fondre à la maison, puis qui est reconnu comme ayant le meilleur goût. Donc, si vous voulez, selon mes collègues de Resolute Bay, faire la meilleure tasse de thé au monde, c'est avec de l'eau de glace de lac qu'on la fait. Donc, si vous voyez, par exemple, 2 de mes collègues qui sont en train de faire un petit pont de glace de fortune pour pouvoir atteindre le centre du lac pour aller chercher de la glace pour boire à la maison. Donc, ça s'inscrit tout ça dans ce qu'on sait sur le concept de la qualité de l'eau en contexte autochtone, qui inclut évidemment des paramètres microbiologiques, physico-chimiques, mais qui va aussi aller chercher le vécu des gens, leurs traditions, leur perception dans le concept de qu'est-ce qu'est une eau de qualité et de son goût. Donc, dans le cadre de ce projet ici, on a 2 types d'eau qui peuvent être évalués de manière différente. Donc, l'eau potable, au niveau de sa disponibilité, de la sécurité de la ressource, selon des paramètres de labo bien établis, là, comme les coliformes, fécaux, la concentration en matière organique, le pH. Mais on a aussi une eau traditionnelle qui va être évaluée par d'autres paramètres, comme l'accessibilité, la préférence qu'on a pour elle, la confiance qu'on y fait, ou bien la valeur intrinsèque qu'on y accorde sur des paramètres comme le goût ou l'odeur. Ici, l'accessibilité, j'y reviens, c'est un point très, très important. L'accessibilité de cette eau traditionnelle est aussi compromise parce qu'avec la dégradation de la cryosphère, les gens se retrouvent à devoir conduire de plus en plus loin pour trouver des points gelés propres auxquels on fait confiance en été. Donc, c'est un point qui est aussi important là, dans le contexte de cette eau traditionnelle.
Donc, en ce sens-là, on est en train de co-construire un projet depuis 2 ans avec la communauté de Resolute Bay. C'est un projet un petit peu funky où on co-construit nos questions ensemble, où on essaie de comprendre comment la fonte de la cryosphère va affecter la ressource d'eau dans la communauté. Donc, au niveau de la communauté, les questions sont plus centrées sur l'accessibilité, la sécurité, la confiance, le goût. De mon côté, c'est sur les liens avec la connectivité microbienne auxquels je faisais référence dans la première partie de ma présentation. Donc ça va être très important pour la communauté, en fait, qu'on co-construive ensemble puis qu'on aille chercher des questions qui sont mutuellement intéressantes. On est dans un espace de co-création qui est vraiment stimulant. On essaie de faire un maillage non seulement des connaissances de laboratoires traditionnels en microbio, en physico-chimie, mais aussi des savoirs traditionnels inuits. Donc, on est en train de finaliser l'élaboration de nos questions de recherche. On a bien hâte de pouvoir retourner travailler avec notre communauté partenaire pour faire ce projet-là. Donc, notre but, c'est de faire le plus d'analyses possible sur place, donc pour pouvoir avoir une recherche qui est vraiment plus active, puis pour pouvoir construire et interpréter les résultats ensemble. Donc, on va faire des entrevues, des cercles de partage pour identifier quels critères contribuent à une eau de qualité en intégrant des mesures qualitatives mais aussi quantitatives. Puis avec tout ça, on veut valoriser en fait une ressource qui est précieuse pour les gens du Nord. On est aussi dans le ludique, là, on a des plans de faire des taste tests à l'aveugle et d'autres trucs comme ça. Puis ça, c'est des suggestions qui nous venaient de la communauté là, pour rendre le projet plus intéressant. On veut aussi rendre notre laboratoire mobile, donc avec nos partenaires de la communauté, on réfléchit à comment faire un camp, par exemple, sur le territoire avec des aînés ou des jeunes de la communauté. L'objectif étant de faire une cartographie des sites qui sont d'importance pour l'acquisition d'eau, puis d'identifier ceux qui sont peut-être plus menacés par les impacts des réchauffements climatiques. Donc, c'est un projet qui se situe vraiment au bout, si on veut, du continuum de mes travaux sur la connectivité, mais qui sont super importants parce que je pense que ça démontre que même les travaux en recherche génomique très fondamentale peuvent être rendus utiles, en fait, aux populations du Nord. Donc, c'est un projet pour lequel je n'ai pas de résultats pour l'instant, mais j'espère être invitée éventuellement pour pouvoir vous les partager. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je remercie notre équipe de terrain là, qui fait un travail monstre pour récolter les données que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Tous mes partenaires à l'Université Laval, évidemment, à l'UQAC, l'Université d'Ottawa et à l'INRS et ailleurs. Et surtout les collaborateurs de la communauté de Resolute Bay, sans qui ces travaux ne seraient pas possibles. Je remercie mes étudiants qui ont pas pu aller dans le Nord cette année, qui travaillent très fort, puis on se croise les doigts pour qu'ils puissent faire leur terrain l'été prochain dans le contexte de ce programme-là. Et puis, je vous remercie pour votre attention, puis ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Bon, mais merci beaucoup, Catherine. C'était une présentation super avec des images fantastiques.